distance exacte qui séparait la vie de la mort, le 7 septembre 2020, dans la réserve privée de Sabisand, en Afrique du Sud. Pour Markus Hoffmann, un entrepreneur allemand de 43 ans, cette distance représentait le mur invisible de végétation qui dissimulait une lionne protégeant sa proie. Sa caméra frontale, activée quelques minutes plus tôt pour capturer la sérénité d'une aube africaine, a enregistré une réalité bien différente. Elle a documenté les derniers instants d'un homme préparant son café, complètement absorbé par cette tâche banale, tournant le dos à la brousse dense pendant 11 secondes cruciales. L'enregistrement ne montre pas seulement l'attaque elle-même, mais la quiétude qui la précède, rendant le déchaînement de violence qui s'ensuit encore plus brutal. Au cours de cette histoire, nous allons reconstituer, seconde par seconde, la chaîne de décisions apparemment inoffensives qui ont transformé un matin parfait en une tragédie inévitable, et révéler le son précis qui a servi de déclencheur final. Ce qui rend cette histoire si poignante, c'est que Markus Hoffmann n'était pas un touriste imprudent. C'était un homme méthodique, un planificateur qui avait passé plus d'1 an à se préparer pour ce voyage en solitaire, le considérant comme un pèlerinage personnel pour honorer la mémoire de son père. Il avait suivi une formation de sécurité de 2 heures, connaissait les protocoles par cœur et était réputé pour sa prudence. Son erreur n'est pas née de l'arrogance ou de l'ignorance, mais d'un bref instant de confort, un moment où la beauté écrasante de son environnement lui a fait oublier la règle la plus fondamentale de la nature sauvage. La vigilance est un état permanent. Dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne et à aimer cette vidéo pour soutenir notre travail. Pour comprendre comment un homme aussi méticuleux a pu commettre cette unique erreur fatale, nous devons remonter le temps, au lever du soleil ce matin-là, au moment où il a pris une décision simple mais cruciale, celle de documenter son expérience pour sa famille. À 43 ans, Markus Hoffmann était l'incarnation du succès. Entrepreneur munichois à la tête d'une florissante entreprise familiale de logistique, il avait bâti une vie de confort matériel et de prévisibilité. Pourtant, sous cette façade de réussite, se cachait un homme en proie à une profonde déconnexion, un vide que la routine ne parvenait pas à combler. Il aspirait au monde naturel, un héritage sentimental légué par son père, un photographe amateur décédé des années plus tôt, qui avait toujours rêvé de fouler le sol africain. Markus était un homme méthodique, un planificateur rigoureux, mais ces mêmes qualités qui assuraient son succès professionnel l'enfermaient dans une cage dorée. Ce voyage en Afrique du Sud n'était donc pas une impulsion, mais le fruit d'une longue réflexion, une quête méticuleusement organisée pour honorer la mémoire de son père et se retrouver lui-même, loin des bilans et des feuilles de calcul. Ce départ n'était pas de simples vacances, c'était un pèlerinage personnel. Pendant plus d'1 an, Markus s'était immergé dans une préparation quasi académique, dévorant des livres sur la survie, analysant des documentaires sur le comportement animal et étudiant les cartes de la région. Ses amis le décrivaient comme l'antithèse d'un preneur de risques, un homme dont la prudence confinait parfois à l'excès. Sa décision de camper seul dans la brousse était donc d'autant plus significative, un acte délibéré pour affronter ses propres limites. En Allemagne, il laissait sa femme, Anna, et leurs 2 enfants adolescents. Bien qu'inquiets, ils avaient compris et soutenu son besoin viscéral de cette aventure, y voyant une chance pour lui de renouer avec une part de lui-même, qu'il avait longtemps négligée. Ils ignoraient que leur soutien l'envoyait vers un destin qu'aucun de ses plans n'avait pu anticiper. Le théâtre de cette quête était la réserve privée de Sabisand, une étendue sauvage de 650 km² qui partage une frontière invisible et non clôturée avec le célèbre parc national Kruger. Ce lieu n'est pas un simple parc, c'est un écosystème vivant et brutalement honnête, une savane classique où les prairies dorées sont ponctuées d'acacias et de fourrés denses. Sabisand est mondialement réputé pour sa concentration exceptionnelle de grands prédateurs, en particulier les léopards et les lions, qui y évoluent avec une aisance déconcertante. C'est un endroit où la beauté brute de la nature est omniprésente, mais la ligne entre observateurs et participants à la chaîne alimentaire est dangereusement mince. C'est précisément cette dualité qui avait attiré Markus, un environnement où la vigilance n'est pas une option, mais la condition sine qua non de la survie. Le campement de Markus n'était qu'un minuscule point de présence humaine au milieu de cette immensité. Il s'agissait d'un emplacement de campement sauvage désigné, une petite clairière d'à peine 20 mètres de diamètre, conçue pour offrir une immersion totale. Mais cette immersion avait un prix.
Sur 3 de ses côtés, l'espace était encerclé par une muraille de végétation, un enchevêtrement de buissons si dense qu'il était impossible de voir à plus de quelques mètres. Le sol, sablonné et meuble, avait la particularité d'étouffer les sons, rendant les approches silencieuses redoutablement faciles. Ce matin-là, les conditions étaient trompeusement parfaites. Une température fraîche de 15 degrés, une absence totale de vent et une visibilité cristalline dans la clairière. C'était un cocon de tranquillité apparente, mais un piège géographique où le danger pouvait surgir de n'importe quelle direction, invisible et inaudible. Le calendrier ajoutait une couche de tension invisible à ce décor. Le 7 septembre marquait la fin de la saison sèche, une période critique dans le cycle de la savane. L'eau se faisait rare, les points d'eau devenaient des arènes de compétition et le gibier, plus difficile à trouver, se transformait en une ressource précieuse. Pour les prédateurs, chaque chasse réussie était une victoire vitale et la protection de cette proie devenait une priorité absolue, justifiant une agressivité accrue. Une carcasse fraîchement acquise n'était pas seulement un repas, mais un enjeu de survie qui devait être défendu avec une férocité maximale contre tout rival potentiel, qu'il s'agisse d'une hyène, d'un autre lion ou de toute créature perçue comme une menace. Marcus, malgré ses lectures, ne pouvait pas savoir qu'il avait planté sa tente au cœur d'un territoire où cette tension écologique était à son paroxysme. Les lions de Sabisand sont une population unique. Habitués depuis des décennies au bruit des moteurs et à la silhouette des véhicules de safari, ils tolèrent leur présence avec une indifférence remarquable. Cependant, cette accoutumance ne s'étend pas à la forme d'un être humain à pied. Pour eux, un homme debout est une anomalie, une silhouette bipède qui ne correspond à aucune catégorie familière de proie ou de non-menace. Il est perçu différemment, souvent avec méfiance ou comme un concurrent direct. Une lionne solitaire, en particulier, est un animal poussé à l'extrême de l'efficacité et de la prudence. Sans la force d'une troupe pour l'assister, chaque calorie compte et chaque risque doit être calculé. Défendre sa nourriture n'est pas un choix, mais un impératif instinctif, une réponse programmée qui ne laisse aucune place à l'hésitation ou à l'évaluation nuancée de la menace. Avant même de pouvoir monter sa tente, Marcus avait dû se soumettre à une session d'information sur la sécurité de 2 heures, un protocole non négociable de la réserve. Les règles étaient claires, martelées avec insistance. Maintenir une distance minimale absolue de 100 mètres avec les grands prédateurs, ne jamais, sous aucun prétexte, tourner le dos à la végétation dense et toujours signaler sa présence par de légers bruits pour éviter de surprendre un animal. Le ranger avait même spécifiquement évoqué le scénario le plus dangereux, le risque de tomber par inadvertance sur une lionne protégeant une carcasse cachée, surtout en fin de saison sèche. Marcus, fidèle à sa nature, avait pris des notes détaillées sur un carnet et conservait une liste plastifiée de ses règles dans son sac. Il n'était pas homme à ignorer les consignes, il était l'élève modèle. Ce matin-là, le monde semblait valider son choix. Il s'était réveillé à 6h30, juste avant que le soleil ne commence à embraser l'horizon. L'air était vif et pur, et un sentiment d'euphorie et de paix profonde l'envahissait. Son plan pour la journée était d'une simplicité apaisante. Savourer un café en regardant le lever du soleil, capturer la lumière matinale avec son appareil photo, puis démonter tranquillement son campement pour rejoindre un ranger à un point de rendez-vous fixé à 10h. La sérénité du lieu était absolue, uniquement ponctuée par le chant matinal des oiseaux. C'était l'Afrique de ses rêves, une carte postale vivante, si parfaite et si paisible qu'elle a commencé à éroder subtilement le mur de prudence qu'il avait si soigneusement construit, le berçant dans un dangereux sentiment de contrôle et de sécurité. C'est dans cet état de contentement qu'il a pris une décision qui allait tout changer. Il a décidé d'utiliser sa caméra frontale, non pas par nécessité, mais par désir de partage. Il voulait créer un journal vidéo pour Anna et ses enfants, leur offrir une fenêtre sur la magie qu'il était en train de vivre, leur permettre de voir l'aube africaine à travers ses propres yeux. En fixant la caméra sur sa tête, son état d'esprit a subtilement basculé. Il n'était plus simplement un participant immergé dans un environnement sauvage, obligé à une conscience sensorielle totale pour sa survie, il est devenu pour quelques instants un réalisateur, un narrateur. Son attention, auparavant tournée vers l'extérieur à 360 degrés, s'est focalisée vers l'intérieur, sur la tâche de cadrer, de commenter, de capturer l'instant parfait. Une décision innocente, née de l'amour, qui a eu pour effet de débrancher son système d'alerte interne.
À 7h18, après avoir ouvert la fermeture éclair de sa tente, il a respecté le protocole. Il a effectué un balayage visuel complet de la clairière, scrutant la lisière de la brousse. Il n'a rien vu, rien ne bougeait. Ce silence et cette immobilité ont agi comme une confirmation finale, un sceau d'approbation de la nature elle-même. C'était une illusion fatale. Fort de cette fausse assurance, il a parcouru les 3 mètres qui le séparaient de sa petite table de campement. Là, à 7h19, il a commis l'erreur que les manuels et les rangers interdisent formellement. Pour organiser son réchaud et sa cafetière, il a tourné complètement le dos au mur de végétation le plus proche, le point de risque le plus évident. Pendant 11 secondes, son monde s'est rétréci aux dimensions d'une tâche banale, son attention entièrement capturée par la préparation de son café, ignorant qu'à seulement 19 mètres, dans l'ombre, des yeux le fixaient. À 7h19, alors que le soleil matinal commence à peine à réchauffer l'air, Marcus Hoffmann se tient debout, le dos complètement tourné au mur de végétation. Son attention est entièrement absorbée par une tâche d'une banalité déconcertante, organiser son petit réchaud à gaz et sa cafetière sur la table de camping pliante. La caméra frontale, toujours en marche, enregistre le doux bruit de ses mouvements, le cliquetis du métal, le froissement de son équipement. Autour de lui, la savane s'éveille dans une symphonie paisible, le chant des oiseaux, le bourdonnement lointain d'un insecte. C'est un tableau d'une tranquillité absolue, une bulle de normalité suspendue au cœur d'un monde sauvage. Pendant ces quelques secondes, Marcus n'est plus un explorateur dans la brousse. Il est simplement un homme qui se prépare un café, complètement inconscient que la mort l'observe depuis moins d'une minute. Ce que Marcus ne peut pas voir et que la caméra ne peut pas capturer, c'est ce qui se cache à 19 mètres de là, au plus profond de l'épais fourré d'acacias. La lionne est là, tapie, ses muscles tendus comme des ressorts. Elle n'est pas en train de chasser, elle est en train de garder. À ses côtés gît la carcasse encore fraîche d'un impala, une victoire durement acquise durant la nuit, une ressource vitale qu'elle ne peut se permettre de perdre. Chaque mouvement de Marcus, chaque son qu'il produit, est interprété par son cerveau reptilien non pas comme l'action d'un touriste, mais comme l'approche d'un concurrent, une menace directe pour sa survie. Ses yeux jaunes, fixes et sans ciller suivent la silhouette de cet intrus bipède avec une concentration mortelle, attendant le signal qui confirmera ses soupçons et déclenchera une réponse défensive inévitable. Le signal arrive à 7h19 et 52 secondes. En posant son réchaud sur la surface métallique de la table, Marcus produit un son sec et aigu, un clac métallique qui déchire brutalement le silence naturel de la brousse. Pour la lionne, ce bruit artificiel est l'équivalent d'une déclaration de guerre. Il ne fait pas partie ni du vent, ni des animaux, ni de la terre. C'est le son d'une intrusion, une confirmation auditive que la menace non seulement est proche, mais qu'elle s'installe, qu'elle revendique le territoire. Cet instant sonore est le point de non-retour. L'instinct prend le contrôle total, effaçant toute hésitation. La décision n'est plus une question de calcul, mais une certitude biologique. La menace qui pèse sur sa nourriture doit être éliminée immédiatement et sans compromis. L'attaque n'est plus une possibilité, elle est désormais une certitude imminente. L'assaillante est une prédatrice dans la fleur de l'âge. À 11 ans, cette lionne de 130 kg est un concentré d'efficacité et d'expérience. Chassant en solitaire, une condition qui aiguise la prudence et l'agressivité, elle a appris à ne compter que sur sa propre force. Elle n'est pas affamée au point d'être désespérée, mais la fin de la saison sèche l'a rendue plus mince. Chaque calorie compte double. Son comportement n'est pas dicté par une animosité envers l'espèce humaine, qu'elle a appris à ignorer dans les véhicules de safari. Il est dicté par le code le plus ancien de la nature, la défense acharnée de ses ressources. Pour elle, Marcus n'est pas un homme, mais une silhouette inconnue et potentiellement dangereuse à proximité de son garde-manger. Sa réponse ne sera pas celle d'un monstre, mais celle d'un animal sauvage agissant selon une logique de survie implacable et parfaitement prévisible. La létalité d'un tel animal ne réside pas seulement dans son intention, mais dans sa simple biologie. Une masse de 130 kg lancée à une vitesse approchant les 50 km/h génère une force d'impact cinétique capable de briser des os et de provoquer des traumatismes internes massifs avant même que la première morsure ne soit portée.
Ces canines, longues de près de 7 cm, ne sont pas conçues pour déchirer, mais pour perforer et sectionner, agissant comme des poignards capables de pénétrer les muscles profonds et d'atteindre les vertèbres. La puissance de sa mâchoire, bien que moins impressionnante que celle d'une hyène, est amplement suffisante pour écraser une trachée ou briser la colonne cervicale d'une proie de la taille d'un homme. Face à un tel arsenal biologique, la survie ne dépend pas de la volonté de se battre, mais de la simple et brutale inadéquation physique entre le corps humain et l'arme parfaite qu'est un grand prédateur. À 7h20 et 3 secondes précises, la lionne explose hors de la végétation. Elle couvre les 19 mètres qui la séparent de Marcus en seulement 2,8 secondes. Sa charge est un chef-d'œuvre de discrétion prédatrice. Son corps est bas, ses pattes puissantes absorbant le son sur le sol sablonneux. L'enregistrement de la caméra frontale ne montre rien de cette approche. On y voit seulement Marcus, toujours de dos, se pencher légèrement pour ajuster un bouton sur son réchaud. La dernière perception consciente qu'il aura du monde est un son presque subliminal, un léger bruissement sur sa gauche, juste une fraction de seconde avant l'impact. Ce son le fait tourner la tête, un réflexe inutile et bien trop tardif. Le temps de réaction humain est une éternité face à la vitesse d'une attaque programmée par des millions d'années d'évolution. L'impact est d'une violence inouïe. La lionne frappe Marcus dans la région lombaire, projetant son corps en avant comme une poupée de chiffon. La caméra est arrachée de sa tête, tournoyant dans les airs et capturant une mosaïque chaotique de ciel bleu, de terre rouge et de fourrure fauve avant d'atterrir dans le sable à 7 mètres de là. Simultanément, avant même que le corps de Marcus n'ait complètement touché le sol, la lionne se repositionne avec une efficacité fulgurante. Son action est précise, instinctive. Elle ne vise ni les membres ni le torse. Elle cible la nuque, le point faible de toutes les proies vertébrées, là où une seule morsure bien placée peut mettre fin à toute résistance. C'est une technique perfectionnée par d'innombrables chasses, appliquée ici avec une rapidité dévastatrice. La morsure est fatale et instantanée. Les canines de la lionne s'enfoncent profondément à la base du crâne, provoquant une fracture massive et un déplacement des vertèbres cervicales C1 et C2. La moelle épinière est sectionnée nette. Neurologiquement, la mort de Marcus Hoffman est immédiate. Toute conscience, toute sensation, toute possibilité de souffrance cessent à cet instant précis. Son corps est biologiquement mort avant même que son cerveau ne puisse enregistrer la douleur. Il n'y a eu ni cri, ni lutte, ni agonie. Juste une transition brutale et silencieuse de la vie au néant, une extinction de la conscience si rapide qu'elle défie l'entendement. L'homme qui préparait son café une seconde plus tôt n'existe plus, bien que l'attaque, elle, ne soit pas encore terminée. Pendant les 38 secondes qui suivent, la lionne continue d'agir sur le corps inerpe, obéissant à son programme instinctif de neutralisation complète de la menace. Elle secoue violemment le corps, une action réflexe pour s'assurer que la colonne vertébrale est bien brisée. Elle inflige plusieurs autres morsures au torse et à l'épaule, dont une qui perfore la poumon droit, provoquant un pneumothorax post-mortem. Il n'y a aucune tentative de la part de Marcus de se défendre, car il n'y a plus personne pour le faire. Ses bras restent inertes à ses côtés. C'est une démonstration terrifiante de la différence fondamentale entre la violence humaine, souvent hésitante, et l'efficacité fonctionnelle de la violence prédatrice qui ne s'arrête que lorsque le résultat désiré est atteint sans le moindre doute. La caméra GoPro, son objectif désormais partiellement obstrué par le sable, devient un témoin auditif de la scène. Après les 5 secondes d'image chaotique, elle n'enregistre plus que le son. Pendant près de 4 minutes, elle capture la bande-son brute de la tragédie. On y entend les grognements profonds et gutturaux, non pas des rugissements, mais des sons de travail, d'effort. On entend le bruit de déchirement des vêtements, le son sourd du corps étant déplacé sur le sable sablonné. C'est une documentation audio clinique et terrifiante, dépourvue de toute dramatisation, qui rend la réalité de l'événement encore plus viscérale. Puis, après ces quelques minutes d'activité, le son le plus effrayant de tous, un silence absolu, lourd et définitif. Finalement, la lionne cesse son action. La menace perçue a été totalement neutralisée. Elle ne traîne pas le corps loin, elle ne tente pas de le consommer. Son objectif n'a jamais été de se nourrir de lui, mais de protéger sa propre nourriture.
Satisfaite que le danger soit écarté, elle abandonne le corps de Marcus à quelques mètres de la table de campement renversée et se retire, probablement pour retourner à sa carcasse d'impala cachée dans les buissons. Elle disparaît aussi silencieusement qu'elle est apparue, laissant derrière elle une scène de dévastation silencieuse. Le campement, qui quelques minutes plus tôt était un havre de paix, est maintenant une scène de crime figée dans le temps, baignée par la lumière chaude et indifférente du soleil africain. Le silence qui s'installe est total. La table est renversée, la cafetière et le réchaud gisent dans le sable. Le corps de Marcus repose immobile, à quelques pas de sa tente. Le vent léger qui se lève fait doucement onduler la toile de la tente, seul mouvement dans ce tableau de mort. La caméra GoPro continue d'enregistrer, sa petite lumière rouge clignotant comme un cœur digital solitaire, capturant le silence et l'immobilité. C'est un témoin électronique, le seul, d'une tragédie qui s'est déroulée en moins d'une minute, un gardien involontaire des derniers instants d'un homme qui cherchait la beauté et a trouvé une fin brutale et primale. Le monde extérieur, lui, continue de tourner, ignorant tout du drame. Dans le lodge principal de la réserve, à plusieurs kilomètres de là, la vie suit son cours. Les autres touristes prennent leur petit déjeuner, les rangers préparent leurs véhicules pour les safaris du matin. Personne ne sait encore que Marcus Hoffman ne répondra pas à son appel radio programmé. L'horloge avance inexorablement vers 8h30, l'heure du premier contact de sécurité. Pour l'instant, Marcus n'est qu'un point sur une carte, un campeur solitaire profitant de l'aube. La découverte de ce qui s'est réellement passé n'est plus qu'une question de temps, une révélation qui transformera ce point isolé en l'épicentre d'une enquête et d'une prise de conscience tragique. Le silence est rompu à 8h30 précise, lorsque Marcus Hoffman manque son premier appel radio obligatoire. Le ranger de service, David, tente à nouveau de le joindre à 8h45, sans aucune réponse. Conformément au protocole, en cas de 2 appels manqués, une patrouille est immédiatement dépêchée. À 9h35, après un trajet tendu à travers les pistes de la brousse, David et son collègue arrivent en vue du campement. La scène est immédiatement alarmante. La table de camping est renversée, l'équipement est dispersé. S'approchant avec une prudence extrême, fusil en main, il découvre le corps de Marcus à quelques mètres de sa tente. Il est évident au premier regard que toute tentative de secours serait futile. Il sécurise le périmètre, vérifiant la présence éventuelle de la lionne avant de transmettre par radio le message redouté au directeur de la réserve. Un incident mortel venait de se produire. Un médecin du village voisin est transporté sur les lieux et ne peut que constater officiellement le décès. L'heure de la mort est estimée à environ 7h21, quelques instants seulement après le début de l'attaque. L'examen initial révèle des blessures d'une gravité extrême, incompatibles avec la vie. La cause officielle du décès, confirmée plus tard par une autopsie, est un traumatisme cervical massif dû à la fracture des vertèbres C1 et C2, entraînant une section instantanée de la moelle épinière. Les multiples autres lacérations, y compris la perforation du poumon, ont été classées comme des blessures post-mortem, survenues alors que Marcus était déjà cliniquement mort. Les enquêteurs concluent que même si des secours avaient été présents au moment de l'attaque, l'issue aurait été tragiquement la même. La rapidité et la précision de la morsure initiale n'avaient laissé aucune chance de survie. L'enquête est menée conjointement par le service de police sud-africain et l'équipe de gestion de la réserve de Sabisand. La découverte de la caméra GoPro s'avère être un élément crucial. Son enregistrement fournit une chronologie irréfutable et impartiale des derniers instants de Marcus. En combinant l'analyse de la bande-son, les images chaotiques capturées lors de la chute de la caméra et les preuves matérielles sur la scène, les enquêteurs reconstituent la séquence des événements avec une précision effrayante. Ils localisent rapidement la carcasse de l'impala dans le fourré voisin, confirmant la nature défensive de l'attaque. La conclusion officielle est sans équivoque. Il s'agit d'un accident tragique résultant d'une violation involontaire mais fatale du protocole de sécurité par la victime, qui s'est retrouvée sans le savoir dans la zone de défense d'un prédateur protégeant sa nourriture. Le destin de la lionne devient alors un sujet de débat intense au sein de la direction de la réserve. Bien que son comportement ait été jugé comme une réaction naturelle et provoquée, elle avait désormais associé la présence d'un humain à pied à une menace directe pour ses ressources. Elle représentait donc un risque accru pour la sécurité. L'euthanasie, bien qu'envisagée, est finalement écartée au profit d'une solution de gestion plus complexe.
Après plusieurs jours de suivi, l'animal est localisé, tranquillisé par une équipe de vétérinaires et capturé. Il est ensuite décidé de la transférer dans un vaste centre de réhabilitation situé dans une autre province. Une zone sans activité touristique où elle pourrait vivre le reste de sa vie sans représenter un danger pour l'homme. Une décision qui cherche à équilibrer la sécurité humaine et les principes de conservation. La nouvelle est communiquée à Anna Hoffmann par le consulat allemand en Afrique du Sud, plongeant la famille dans un état de choc et de chagrin profond. Dans les semaines qui suivent, après avoir pris connaissance des détails de l'enquête et visionné une transcription des événements, la famille prend une décision d'une force remarquable. Ils autorisent l'utilisation de l'enregistrement audio de la GoPro et du récit détaillé de l'incident à des fins de formation pour les guides et de sensibilisation pour les visiteurs. Leur souhait est explicite, que la mort de Marcus ne soit pas vaine, mais qu'elle serve de leçon poignante pour éviter que d'autres familles n'aient à endurer une perte aussi dévastatrice. Ils demandent expressément que les images de l'attaque elles-mêmes ne soient jamais rendues publiques, préservant ainsi la dignité de Marcus jusqu'au bout. L'incident reçoit une couverture médiatique internationale considérable, déclenchant un débat mondial sur les risques inhérents au tourisme d'aventure et à la pratique du camping solitaire dans des zones sauvages non clôturées. Des experts en comportement animal et des professionnels de la sécurité sont interviewés, soulignant que la nature sauvage n'est pas un parc d'attractions et que même les individus les plus préparés ne sont pas à l'abri d'une erreur momentanée. Au sein de la communauté des guides et des vengeurs sud-africains, l'histoire de Marcus devient une étude de cas poignante. Un rappel brutal que la complaisance est l'ennemi le plus mortel dans la brousse. Le récit se transmet de bouche à oreille, non pas comme une histoire d'horreur, mais comme une leçon essentielle sur l'importance d'une vigilance constante et absolue. En réponse directe à la tragédie, la direction de la réserve de Sabisand met en œuvre des changements concrets et immédiats. Le site de camping spécifique où l'attaque a eu lieu est fermé de manière permanente, jugé trop risqué en raison de la densité de la végétation environnante. Plus important encore, les protocoles de sécurité et les sessions d'information pour tous les visiteurs optant pour des expériences en solitaire sont entièrement révisés. Le cas de Marcus, présenté de manière anonyme, est intégré au programme de formation pour illustrer de manière concrète et viscérale comment une simple distraction, comme préparer un café, peut avoir des conséquences irréversibles. L'accent est désormais mis non seulement sur ce qu'il faut faire, mais aussi sur l'état d'esprit de conscience situationnelle permanente qu'il faut maintenir à chaque seconde. L'héritage de Marcus Hoffmann se matérialise à travers la création d'une fondation. La Fondation Hoffmann pour la coexistence éclairée finance des programmes éducatifs destinés au grand public, axés sur la sécurité dans la nature et la promotion d'un respect profond pour les habitats sauvages. Elle soutient également des projets de recherche sur les interactions homme-animal dans les zones de conservation. Grâce à cette initiative, une tragédie personnelle est transformée en une force positive, un outil pour éduquer et protéger les autres. Le journal vidéo que Marcus avait commencé à enregistrer pour sa famille est devenu, à titre posthume, un message universel sur la beauté et la brutalité du monde naturel, et sur la responsabilité qui nous incombe lorsque nous choisissons d'y pénétrer. Cette histoire n'est pas celle d'un monstre, mais celle d'une frontière franchie. La lionne n'a pas agi par malice, mais par instinct, défendant sa survie avec une efficacité que seule la nature peut produire. La tragédie de Marcus Hoffmann réside dans sa similitude avec nous tous. Ce n'est pas un aventurier imprudent qui a péri, mais un homme méthodique, prudent et aimant, qui, pendant 11 secondes, a laissé la beauté écrasante de son environnement l'emporter sur la vigilance. Son histoire nous rappelle de manière brutale que dans la nature sauvage, nous ne sommes que des invités. Les règles ne sont pas les nôtres, et l'indifférence de la nature à nos intentions, nos rêves ou nos préparatifs est une vérité fondamentale et immuable. La caméra frontale que Marcus a activée pour capturer la vie a finalement documenté la vérité la plus crue sur la mort. Elle a enregistré non seulement une tragédie, mais une leçon intemporelle sur la ligne fragile qui sépare notre monde de celui des prédateurs. En partageant son histoire, nous honorons la mémoire d'un homme qui cherchait la connexion et dont le dernier acte involontaire sert désormais à protéger les autres. Si ce récit vous a touché, nous vous invitons à aimer cette vidéo pour nous aider à diffuser ces leçons vitales. Car au final, l'héritage de Marcus est un simple rappel. Dans la nature, chaque seconde compte et le prix d'un seul instant d'inattention est absolu.